Ravi de vous retrouver pour ce deuxième Web TV de la matinée dans l'Agora Live Mobilité, consacré aux ADAS et télématiques embarquées au service des flottes pour une meilleure écosécurité, donc une meilleure RSE. Notre invité est Vincent Breton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des ventes sociétés chez Nissan France. Première question d'actualité. Nissan vient de changer son logo. Alors pourquoi, à partir de quand et comment ça va se passer? Oui, c'est effectivement une étape importante pour nous. On a dévoilé notre plan Nissan Next il y a quelques temps qui va dévoiler ce que va être Nissan d'ici à 2023. Et une partie de ce plan, c'est effectivement l'électrification de l'ensemble de nos gammes. Et au travers ce logo qui est beaucoup plus moderne, qui sera notamment rétroéclairé sur l'ensemble de nos véhicules électriques, on veut montrer effectivement l'évolution de Nissan vers effectivement cette électromobilité avec un logo qui garde les origines du logo, où il y a toujours écrit Nissan au milieu, mais avec quelque chose de beaucoup plus moderne et qui va nous faire rentrer dans une nouvelle ère. À partir de quand on va trouver ce nouveau logo? Donc c'est sur le véhicule qui est juste derrière vous qu'on peut voir à l'écran, qui est le Nissan Ariya, donc qui est notre crossover 100% électrique qui va arriver cette année, qu'on a déjà dévoilé. Donc ce véhicule va étraîner ce nouveau logo. Juste un mot avant d'entrer dans le vif du sujet sur les ADAS. La Nissan Leaf, qui a été quand même l'une des premières voitures, on avait beaucoup parlé, arrivée sur le marché. Aujourd'hui, on en parle un peu moins, j'ai l'impression, parce que c'est plus la Renault Zoé, enfin c'est la cousine, ou Tesla. Mais qu'en est-il de la Nissan Leaf? On en parle moins, alors que vous avez été précurseur finalement. On a été très précurseur, la Nissan Leaf, pour rappel, c'est le premier véhicule 100% électrique qui a été nommé voiture de l'année, donc c'est une vraie fierté, parce qu'on l'a lancé il y a plus de 10 ans maintenant, donc on a été réellement précurseur sur l'électrique de masse. C'est un véhicule qui continue, on fête son 10e anniversaire, donc on lance une série 10e anniversaire sur Leaf, et même si on entend moins parler, j'ai envie de dire, au niveau des ventes, ça parle, parce qu'aujourd'hui c'est un véhicule qu'on continue à vendre très bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Nissan en France est la deuxième marque derrière une marque qui ne vend que des électriques, qui a le plus gros pourcentage de vente de véhicules électriques en France. Donc ça continue et la Leaf effectivement continue à se vendre avec deux packs de batterie, une 40 et une 62 kW. Donc on a un véhicule qui continue effectivement sa carrière et qui nous aide bien parce que aujourd'hui on a une vraie appétence des clients pour le véhicule électrique. Alors, le thème de cette Web TV, c'est sur les aides à la conduite qui sont de plus en plus présents dans nos voitures. En quoi, je dirais, c'est important aujourd'hui, ces aides à la conduite, pour toutes les flottes, pour tous ceux qui vous regardent aujourd'hui? Est-ce que c'est de plus en plus important? Est-ce que ça prend de plus en plus de place? Et sous quelle forme? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les ADAS sont devenus quelque chose qui est essentiel. Essentiel pour la sécurité, c'est très clairement effectivement la première chose à laquelle on pense quand on pense aux ADAS, c'est la sécurité des conducteurs. Mais il faut garder avec les ADAS le plaisir de conduite qu'on peut avoir, donc il ne faut pas que ce soit trop intrusif. Donc on doit manager effectivement cet équilibre entre avoir des véhicules de plus en plus sécuritaires, mais pouvoir garder la main. C'est pour ça que chez Nissan notamment, on fait en sorte que les ADAS puissent être déconnectées, en tout cas celles qui ne sont pas directement liées à la sécurité. Je pense notamment au changement de voie, si on veut le déconnecter, on peut le déconnecter. En revanche, effectivement, le freinage en cas d'urgence, l'idée c'est que ce soit quelque chose qui soit natif sur le véhicule et qui soit gardé. Mais c'est effectivement quelque chose qui, pour nous, restera très important et qui continue à évoluer. C'est-à-dire qu'on a des étapes. Nous, on a lancé ProPilot, qui est, on va dire, la première étape des véhicules autonomes, donc qui permet effectivement, sur des voies à sens unique, d'avoir un véhicule qui va garder sa voie, et qui va garder sa vitesse et qui va gérer sa distance avec les autres véhicules et freiner automatiquement jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement une première étape et qu'on fait évoluer. Et avec l'arrivée des nouveaux véhicules, on continue à faire évoluer cette technologie. Alors, est-ce que c'est différent selon chaque pays ou c'est vraiment uniforme? Et qui définit en fait la pertinence d'une aide à la conduite? Alors, c'est globalement les technologies qu'on développe, on va les développer pour l'ensemble des régions. Ensuite, vous savez qu'il y a des normes type Euro NCAP, donc qui sont purement européennes pour la sécurité. Donc, on va adapter nos lignes de produits en fonction effectivement des normes de chaque pays. Typiquement, on va sortir le nouveau Qashqai bientôt. Le but, c'est d'être 5 étoiles Euro NCAP dès l'entrée de gamme. Simplement, avec les nouvelles normes qu'impose Euro NCAP, pour être 5 étoiles dès l'entrée de gamme, il faut déjà mettre beaucoup de contenu produit. Donc beaucoup d'ADAS dans le véhicule. Qu'est-ce que, par exemple, alors, on le rappelle, Euro NCAP, c'est l'organisme qui est chargé
en gros, de tester les voitures pour donner des étoiles pour leur niveau de sécurité. Qu'est-ce qui est obligé aujourd'hui? Qu'est-ce qui change par rapport à il y a 1 an ou 2? Est-ce qu'il y a du changement? Aujourd'hui, vous avez par exemple l'arrêt du véhicule, effectivement, donc le freinage d'urgence. Au début, ce qu'imposait Euro NCAP, c'était effectivement un freinage d'urgence avec un véhicule, puis effectivement avec des piétons, puis avec des piétons et des cyclistes. Donc on élargit, j'ai envie de dire, le champ des ADAS pour qu'elles soient le plus large possible et qu'elles s'adaptent à la circulation. Donc on a aujourd'hui des packages complets avec les angles morts, par exemple, qui doivent être opérés, le maintien dans la voie du véhicule, en cas d'endormissement, par exemple, du conducteur. On va avoir tous ces éléments-là qui deviennent obligatoires et qui s'élargissent au fur et à mesure. Avant, ils étaient, on va dire, optionnels pour avoir les 5 étoiles. Progressivement, ils deviennent obligatoires. Est-ce que c'est une demande des clients? Est-ce qu'ils viennent vous voir en disant on veut tel type d'équipement ou pas du tout? Ça reste que le design ou vraiment ce qu'il y a ou la motorisation. Mais est-ce que ça, finalement, on se dit les constructeurs le font, je m'en préoccupe pas? Comment ça se passe? Et aussi vis-à-vis des flottes, est-ce qu'il y a des demandes particulières? Comment ça se passe? Alors, il y a un package de base qui est demandé aujourd'hui par l'ensemble des entreprises. C'est-à-dire qu'aucune entreprise aujourd'hui ne peut se passer d'un minimum d'équipement sécuritaire. Et c'est vraiment une demande qui est devenue obligatoire. C'est-à-dire qu'un véhicule sans justement aujourd'hui un freinage d'urgence autonome, par exemple, va dans beaucoup de car policy être d'office refusé. Après, on a effectivement des éléments un peu plus pointus où là, on a souvent des arbitrages qui sont faits par les responsables de flotte entre le coût de l'équipement et effectivement la volonté d'optimiser aussi sa flotte. Et je pense notamment à ces systèmes de conduite semi-autonome qui aujourd'hui sont demandés, mais où effectivement ça va être réservé parfois à certaines typologies de population et pas à d'autres. Donc nous, on a créé des gammes business qui permettent d'avoir l'ensemble des équipements souhaités. Et on a créé depuis peu une gamme Business Plus qui va intégrer justement ces systèmes-là pour qu'on puisse avoir les deux offres en fonction de la typologie des flottes. Alors moi, je pense à un type d'accident dont on parle finalement assez peu, qui est quand même très répandu, et notamment pour ceux qui roulent beaucoup. Alors c'est le cas dans les flottes, c'est l'endormissement au volant. Est-ce que vous avez des équipements particuliers et comment ça va évoluer par rapport à... C'est vrai, c'est un vrai fléau, hein. On parle souvent de l'alcool, de la vitesse, mais très peu de l'endormissement. Or, c'est quand même un gros facteur d'accident. Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs et comment ça va évoluer? Oui, alors c'est effectivement un élément important. On a démarré progressivement. On avait avant des systèmes d'alerte du conducteur, c'est-à-dire qu'on avait des capteurs qui permettaient de voir quand le conducteur n'agissait plus sur son véhicule pour l'alerter avec différents niveaux au fur et à mesure, de plus en plus, on va dire, intrusifs pour justement éventuellement réveiller. Et avec ProPilot, donc le système de conduite semi-autonome, le véhicule va avoir différentes actions. Dans un premier temps, si on enlève les mains du volant, et aujourd'hui la réglementation européenne impose d'avoir les mains sur le volant, même si il peut rester dans sa voie, vous allez avoir un signal lumineux et un tout petit signal sonore qui va vous indiquer remettez vos mains sur le volant. Si ça ne suffit pas, et si le conducteur n'agit pas, il va y avoir un signal sonore de plus en plus bruyant. S'il n'agit toujours pas, il va y avoir un premier freinage qui doit censé normalement réveiller le conducteur. Si vraiment le conducteur ne se réveille pas ou a fait un malaise, ce qui peut également arriver, le véhicule va mettre ses warnings et va s'arrêter pour mettre en sécurité le conducteur et éviter effectivement un accident qui pourrait être très dangereux. Vous avez de plus en plus de demandes par rapport à ça? Est-ce que c'est une demande forte, par exemple? C'est une demande qui intéresse de plus en plus et qui devient de plus en plus forte parce que, on le sait, le coût des accidents déjà dans une flotte sont relativement importants. Et si en plus on arrive sur un accident corporel, là c'est des chiffres qui deviennent énormissimes. Donc on a effectivement ce type de demande. Mais une nouvelle fois, il y a des arbitrages qui sont faits parce que ce sont des systèmes qui forcément renchérissent le coût des véhicules. Alors est-ce que le confort de conduite finalement, hormis les éléments de sécurité purs, n'est pas aussi un élément de sécurité? Parce que si on est bien dans sa voiture, parce que vous dites qu'il y a des arbitrages qui sont faits, mais qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises? Alors j'imagine que vous conseillez d'acheter le plus cher, mais en termes de sécurité, est-ce que finalement être bien installé, avoir une bonne climatisation, est-ce qu'aussi ça fait partie de la sécurité? C'est du bien-être, mais aussi de la sécurité finalement. Oui, on en parlait en introduction en parlant de la LIF, par exemple. Nous, on a remarqué que déjà la conduite d'un véhicule électrique rend la conduite beaucoup plus souple, apaisée
et sécuritaire. Vous avez des chiffres sur ça, par exemple, parce qu'on sait s'il y a moins d'accidents Alors, on a des chiffres, mais qui sont des chiffres internes, donc forcément toujours compliqués à comparer, mais on se rend compte effectivement que les conducteurs ont tendance à rouler moins vite, puisqu'on a effectivement, via les équipements embarqués, on se rend compte que les gens roulent moins vite, et surtout avec moins d'accélération, c'est-à-dire que c'est une conduite beaucoup plus souple, et les gens se prennent au jeu, c'est-à-dire qu'il y a des petits éléments qui permettent, on va dire, d'être éco-conducteurs. Et sur un véhicule électrique, c'est d'autant plus vrai. Donc les gens cherchent de plus en plus à faire en sorte d'optimiser leur conduite avec leur véhicule. Donc à tête, c'est un jeu plus vertueux. Ça devient un jeu. Ouais. Et effectivement, ce côté apaisant, c'est l'environnement à bord qui le rend. Sur l'Aria qu'on va lancer, donc le véhicule que vous avez derrière vous, par exemple, on a vraiment une planche de bord qui amène à l'apaisement, qui est sur un design japonais et qui permet vraiment de se sentir à l'aise dans son véhicule. Zen, exactement. C'est la volonté, c'est vraiment que tout soit à sa place, mais qu'il n'y ait pas de perturbation. Donc tout est dans un univers vraiment très agréable. Alors, il y a d'autres aides qui jouent sur le confort de conduite, aide de démarrage en côte, on pense au start and stop, l'allumage des feux automatiques, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est disponible sur tous les modèles? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est une option qui est chère si on la prend ou... Ces équipements de base chez Nissan, aujourd'hui on les retrouve sur l'ensemble de notre gamme, de la Micra effectivement jusqu'au Qashqai ou au X-Trail. Ils vont arriver de série quasiment dès l'entrée de gamme, en tout cas sur la majorité des modèles, ou au deuxième niveau de finition, mais ce ne sont plus des options aujourd'hui. Enfin, c'est tellement demandé par les clients et devenu dans les normes qu'aujourd'hui, effectivement, on l'intègre. C'est un peu comme quand on se plaçait, on va dire, il y a quelques années auparavant, où moi j'ai commencé à travailler, où l'ABS était une option. Aujourd'hui, personne n'imaginerait l'ABS comme une option. J'ai envie de dire que la climatisation, c'est à peu près la même chose. C'est devenu aujourd'hui quelque chose de quasi obligatoire. Qu'est-ce qui sera aujourd'hui l'ABS de demain? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qui deviendra la norme, alors qu'aujourd'hui c'est une exception. Vous pensez à quoi, par exemple? Je pense qu'aujourd'hui, un régulateur de vitesse l'est un peu devenu. Oui. Les écrans pour la navigation, alors soit une navigation native, soit via son smartphone, va devenir d'ici très peu de temps quelque chose qui sera la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un nouveau véhicule sans un écran sur lequel on va pouvoir connecter son smartphone, je pense que c'est quelque chose qui va appartenir au passé dans peu de temps. Alors, sujet touchy, si je puis dire, c'est la géolocalisation qui est de plus en plus utilisée, notamment pour les flottes, parce que c'est très important. Comment ça se passe? Vous la mettez d'office? C'est des demandes qui sont faites de la part des entreprises. Et quel niveau d'acceptabilité par rapport aux collaborateurs? Comment ça se passe aujourd'hui sur vos véhicules? Alors aujourd'hui, sur les nouveaux véhicules, on va avoir des boîtiers embarqués, effectivement, avec des puces GPS qui vont permettre ou non d'avoir la géolocalisation. C'est-à-dire que le but de la géolocalisation, c'est de le rendre volontaire ou non. C'est-à-dire que si le conducteur ne veut pas être géolocalisé, on va pouvoir effectivement on peut désactiver avec un bouton. Alors en fait, c'est le conducteur qui va agir via son application. Soit effectivement dans son application, il va intégrer les éléments de géolocalisation, soit il ne va pas les intégrer. Parce que déjà sur les flottes d'entreprise notamment, il faut qu'il y ait des déclarations à la CNIL, il faut prévenir l'ensemble du CSE, les employés, etc. Ce qui peut être assez lourd dans certains cas. En revanche, si le collaborateur, lui, veut bénéficier de ça, et avec l'ensemble des nouvelles offres de télématique, ça peut être quelque chose de très intéressant. Typiquement, rechercher son véhicule qui a été volé ou autre, il va pouvoir l'activer. Donc, l'idée, c'est de rendre surtout ces aides-là utiles au conducteur et ne pas être vues comme un frein. Typiquement, sur le Juke aujourd'hui, on a déjà une offre télématique où si vous prêtez votre véhicule, par exemple, à votre fils qui a 18 ans, qui est jeune conducteur, on a la possibilité d'avoir des alertes qui vont arriver sur le téléphone, vous permettant de savoir s'il a dépassé une certaine vitesse que vous avez déterminée ou un certain rayon d'action, par exemple, que vous avez déterminé. C'est votre fils, tu ne roules pas au-dessus de 110 et tu ne vas pas plus loin que là. Alors, ça n'empêchera pas le véhicule d'y aller, mais en tout cas, vous serez prévenu. Il y a une alerte. Il y a une alerte. Ça, la télématique, ça se développe de plus en plus. Donc, sous quelle forme? Alors ça, oui, ce type d'alerte, qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a aussi il y a de la maintenance, c'est-à-dire que de dire au conducteur... Alors attendez, parce que moi, justement, en parlant de maintenance, il y a quelques années, c'est vraiment c'est un peu gadget, parce qu'on voit, il faut passer au garage, etc. Aujourd'hui, on n'y prête quasiment pas attention. Est-ce que ça va s'affiner et de quelle manière? Alors oui, ça s'affine, parce que vous allez avoir les alertes, effectivement, de devoir faire votre maintenance, à quel moment, et tout est lié au véhicule. C'est-à-dire que ce boîtier, l'avantage, c'est qu'il est lié à l'ensemble des paramètres du véhicule. Donc on peut avoir énormément d'informations qui vont venir de ce véhicule-là, les accélérations, le freinage,
et effectivement la santé du véhicule. Donc on va avoir des alertes qui vont arriver, et l'avantage c'est que ça va être en mode, on va dire, push, c'est-à-dire qu'on va vous pousser l'information plutôt que ce soit à vous d'aller regarder, comme on le faisait dans le passé, mon carnet d'entretien, tiens, quand est-ce que je dois y aller. Et ça, effectivement, c'est le gros avantage de ces solutions-là, c'est que ça va vraiment vous permettre de ne plus vous soucier, entre guillemets, de votre véhicule. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait trop d'informations? Est-ce que trop d'infos tue pas l'info? Parce que sur certaines voitures aujourd'hui, il faut avoir fait minimum Polytechnique pour tout comprendre, si on veut vraiment maîtriser l'ensemble de la télématique. Est-ce qu'aujourd'hui, on va vers plus de simplification et donner les éléments essentiels pour la conduite? Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, par exemple? Ouais, l'idée, c'est de travailler avec ça. Pas avoir 50 boutons devant, vous voyez, quand on conduit. Aujourd'hui, on va surtout passer par une application pour ces services-là, c'est-à-dire qui s'appelle Nissan Connect. Donc, c'est une application que vous téléchargez sur votre smartphone qui va vous permettre de voir des choses ou d'avoir des activations, mais d'une façon effectivement agréable. C'est-à-dire que tout est connecté via notamment les assistants vocaux qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, on va pouvoir dire à son véhicule, OK Google, je veux aller à tel endroit, et ça va le mettre directement dans le système de navigation plutôt que d'avoir à rentrer dans son véhicule et de taper effectivement l'adresse. Donc voilà, on va pouvoir ouvrir le véhicule à distance, on va pouvoir allumer les phares si on veut le retrouver dans un parking. Voilà, on va faire des choses de ce type-là. L'idée, c'est que ce soit simple et convivial. Et pousser de l'info pour pousser de l'info, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça va plutôt être réservé justement pour les gestionnaires de flotte qui vont avoir, eux, besoin de données et qui vont retraiter derrière. Mais pour le conducteur, qui est quand même le centre, on va plutôt avoir des choses assez simples. Alors, un gros problème aussi, c'est le téléphone au volant. Alors, certaines entreprises l'interdisent, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas appeler ou être appelé lorsqu'on est au volant. Sous quelle forme ça peut se matérialiser? Est-ce que vous avez des systèmes qui permettent d'adapter? Est-ce que c'est plus sûr aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, dans la quasi-totalité de la gamme, aujourd'hui, on a des systèmes Bluetooth donc, qui permettent de recevoir les appels. On a aussi des systèmes avec Apple CarPlay ou Android Auto qui permettent de connecter son téléphone. On va dire que par contre, on laisse le libre arbitre au conducteur de pouvoir ou non téléphoner avec son véhicule. En revanche, il y a des commandes vocales qui permettent aujourd'hui de garder l'œil sur la route, et on fait tout pour justement pouvoir privilégier cette sécurité-là. On va avoir des systèmes de vision tête haute, notamment qui vont arriver sur Qashqai ou sur Aria, avec des très grands écrans directement sur le pare-brise, qui doit justement permettre de garder la concentration du conducteur, tout en pouvant parfois répondre au téléphone, parce que aujourd'hui, le véhicule est parfois devenu un bureau mobile aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi travailler dans son véhicule, à l'arrêt évidemment, mais d'avoir les deux, d'avoir de la mobilité et effectivement de la connectivité. Est-ce que vous avez des demandes sur la géolocalisation qui soient beaucoup plus précises de la part des entreprises? Et est-ce que c'est vous qui les installez, ces boîtiers, ou est-ce que ce sont des prestataires? Alors, on va l'avoir plutôt sur des entreprises, on va dire, qui ont des véhicules plutôt utilitaires que sur des véhicules particuliers, parce que besoin d'optimiser ses tournées et de voir effectivement où sont ces véhicules. Sur des véhicules particuliers, qui sont plus des véhicules de commerciaux ou de techniciens, on va plus avoir des demandes d'alerte de surconsommation de carburant, par exemple, de ce type-là, mais un peu moins de géolocalisation. La géolocalisation, ça va vraiment plus être sur des métiers assez spécifiques, sur lequel on veut absolument optimiser les trajets. Et là, on peut le faire via nos boîtiers, ou parfois, vous voyez, des boîtiers externes de partenaires qui vont proposer des solutions différentes ou qui vont pouvoir agréger sur une flotte avec de multiples constructeurs. Est-ce qu'il y a des retours positifs sur la consommation? C'est-à-dire que, alors, est-ce qu'on sait qu'en installant des boîtiers, ça permet d'économiser? Est-ce que les gens font attention? Je ne parle pas sur les véhicules électriques ou hybrides, mais est-ce que sur la voiture à essence, par exemple, est-ce qu'il y a une vraie sensibilisation lorsqu'on sait qu'on est entre guillemets regardé, quoi? Ouais, nous on a fait l'expérience avec, alors c'était même il y a assez longtemps, avec un client qui était un des premiers à vouloir installer des boîtiers sur les véhicules de ses commerciaux et techniciens. Et on a regardé assez rapidement et on a constaté qu'à partir du moment où ça avait été annoncé justement au CSE que les véhicules allaient être équipés de boîtiers, les consommations ont baissé d'un coup. C'est-à-dire que le conducteur, à partir du moment où il sait que potentiellement son employeur peut connaître ses consommations, il va rouler de façon plus économe parce que il se rend compte qu'il ne veut pas être le vilain petit canard qui va consommer 1 ou 2 litres au 100 de plus que son camarade. Donc oui, naturellement, ça va baisser. De toute façon, aujourd'hui, la consommation de carburant, l'acteur numéro 1 pour la faire baisser, ça reste le conducteur. C'est très clairement lui qui va agir le plus sur la consommation de son véhicule. Un mot sur les aides à la conduite. Alors,
c'est la thématique, mais sur les motorisations, du diesel, de l'essence, du thermique, c'est fini chez Nissan ou ça va continuer? Alors, Nissan a d'ores et déjà annoncé que sur sa gamme de véhicules particuliers, nous allons arrêter le diesel sur l'ensemble des futurs modèles. Donc on aura uniquement des modèles qui seront soit thermiques essence, mais de toute façon tous électrifiés. Et on va vers une électrification de l'ensemble de nos produits. Donc ça passera effectivement par de la micro-hybridation, ça passera par la technologie qu'on appelle e-Power chez Nissan, donc qui va être un moteur électrique et qui va être placé pour pouvoir mouvoir le véhicule, et avec un moteur thermique qui va être là, lui, en tant que générateur pour recharger ce moteur électrique, et du 100% électrique. Donc on a effectivement toutes ces étapes qui doivent permettre de rentrer sur l'électrification. Alors, ça, c'est pour la motorisation. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années pour tout ce qui va être embarqué dans les véhicules, l'aide à la conduite? On se dirige vers quoi et vers quoi se dirige Nissan? Vers une intégration de plus en plus importante du véhicule et de son environnement. C'est très important. Aujourd'hui, on va avoir une évolution vers le véhicule de plus en plus autonome. Je vous ai parlé de ProPilot, qui était notre première étape. Sur Qashqai et sur Aria, on va arriver avec un deuxième niveau de ProPilot qui va pouvoir anticiper notamment les sorties ou l'arrivée sur les ronds-points où le véhicule va ralentir de lui-même, pouvoir s'adapter aux panneaux de circulation aussi, donc à la vitesse qu'il peut y avoir sur les panneaux, et potentiellement, quand la régulation le permettra, de pouvoir changer de voie et même d'être en ce qu'on appelle hands-off, c'est-à-dire les mains en dehors du volant. Aujourd'hui, il y a des problèmes de régulation qui ne permettent pas forcément d'aller aussi loin, mais j'ai envie de dire que nous, Nissan, on est prêt à aller là-dessus et on a la technologie. On y va. On y va, après... Ça sera sur autoroute, par exemple, dans un premier temps. C'est-à-dire que je mettrai mon pilotage automatique sur autoroute, Absolument. par exemple. C'est déjà ce qu'on peut faire en partie, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin et on va pouvoir continuer à sortir des routes. Mais par exemple, quand on parle d'ADAS, on peut aussi parler d'éclairage, par exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir des éclairages de plus en plus intelligents avec des phares qui vont pouvoir avoir des faisceaux différents, qui vont pouvoir éclairer l'endroit de la route, mais ne pas éclairer les usagers qui viennent de l'autre sens et de ne pas éblouir effectivement les autres personnes. Ça va être des caméras, par exemple, nous on a généralisé depuis la Primera en 2002 les caméras de recul et la caméra 360, qui devient aujourd'hui quelque chose de plus en plus général et qui permet de mieux maîtriser son environnement quand on se gare, où on sait qu'il y a aussi beaucoup d'accidents. Vous reculez, vous avez l'indication qu'il y a quelqu'un derrière vous, et même les objets en mouvement aujourd'hui sont détectés et vont freiner le véhicule automatiquement. Alors, on a le temps de prendre une question avec Laurent Courtois. Bonjour Christophe, bonjour Vincent, il reste 2 minutes, je vois que le temps passe vite. Donc en quoi un constructeur comme Nissan peut être utile en matière de politique RSE pour les entreprises et les collectivités? Alors, c'est une bonne question. Je pense que dans la RSE, il y a un peu deux pans. Il y a le côté social, économique et écologique. Sur le côté social, forcément, plus de sécurité apportera plus de résultats pour l'entreprise. Écologique, avec notre gamme 100% électrique et l'ensemble de nouvelles motorisations, on va y répondre. Et sur la responsabilité, je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour avoir dans sa flotte une gamme de véhicules qui respectent à la fois des besoins économiques de réduction du TCO, mais surtout des besoins de sécurité de ses collaborateurs et de diminuer fortement les accidents et le coût de ces accidents, que ce soit humain ou économique. Merci Vincent Breton. Avant de se quitter, prochain lancement, c'est quand de Nissan? Prochain lancement, ce sera le nouveau Qashqai, donc notre modèle phare. C'est l'inventeur des crossovers et on en est fiers. Aujourd'hui, on a un véhicule qui va arriver sur sa 3e génération, qui a inventé ce segment-là. Donc oui, c'est un gros lancement. Il est lancé quand en France? Alors, c'est secret officiellement, voilà, c'est encore secret, mais ça va être très bientôt. Vous avez quelques teasings. Ah oui, dans l'année. Ok. On va parler plus en semaine qu'en année. Merci de nous avoir suivis. Prochain Agora Live Mobilité, prochain Web TV dans maintenant 15 minutes. Et on va parler notamment des infrastructures de recharge. On sera avec Total. Merci beaucoup. Merci.